Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire donc organisé par le Réseau rural breton, la chaire Territoire et mutation de l'action publique de l'IEP de Rennes et l'Institut Agro Rennes-Angers. Moi, je suis Marianne Pabeuf, je travaille à la région Bretagne et j'assure le pilotage technique du réseau rural en Bretagne. Alors rapidement, le réseau rural, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, qui est prévu dans le cadre des fonds européens. Dans le cadre du FEADER, qui existe à l'échelle européenne, à l'échelle nationale et ou régionale. Évidemment, en France, c'est national et régional. En théorie, ça sert absolument à tout, hein. Ça sert à la bonne exécution du Fonds européen de développement agricole et rural. Ça sert au pilotage de la future PAC. Ça sert à la rencontre entre les différents acteurs ruraux, à l'innovation. En pratique, la plupart des réseaux ruraux régionaux sont des endroits de discussion et de découverte et de partage des problématiques des acteurs ruraux du territoire. Donc, le réseau rural breton propose notamment un certain nombre de rencontres, soit en visite, soit en webinaire. Enfin, il peut y avoir d'autres formats, mais ça n'est pas arrivé très souvent, sur des sujets aussi variés que une démarche sportive intégrée à l'échelle d'une Comcom rurale, comment travailler sur la réhabilitation de son bâti patrimonial en tant que commune rurale, ou on avait fait un dernier cycle de rencontres sur précarité en milieu rural. Ce cycle de rencontres est organisé de manière partenariale et donc je vais laisser nos partenaires se présenter et présenter les enjeux et les problématiques de ce cycle de rencontres. Romain Pasquier, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour Marianne. Ravi effectivement que ce premier rendez-vous des nouvelles ruralités ait lieu. On est ravi à la chaire Territoire et mutation de l'action publique de participer, de co-construire ces rendez-vous. En un mot, la chaire TEMAP, c'est une chaire qui existe depuis 2015 à Sciences Po Rennes, que je dirige en tant que directeur de recherche au CNRS. Et depuis un an, on a décidé de lancer dans différentes thématiques des rendez-vous sous un format webinaire. Et il nous avait semblé, et c'est comme ça qu'on a rencontré aussi l'intérêt de la région Bretagne, du réseau rural, que la question du monde rural, de ses transitions, de ses transformations méritait d'être approfondie et discutée. La région étant par ailleurs évidemment le membre fondateur de notre chaire. Donc voilà, donc très heureux que ce rendez-vous ait lieu. J'ajouterais que j'ai un petit plaisir personnel, c'est que deux de mes docteurs ou futurs docteurs vont être des personnes clés de ce premier rendez-vous. Je pense à Catherine Lédin qui est à l'animation de ce rendez-vous et à Léa Sénégar, futur docteur, qui va contribuer à ce rendez-vous. Donc, je vous souhaite à toutes et tous un excellent rendez-vous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Catherine Lédin, je suis donc enseignante et je fais de la recherche à l'Institut Agro Rennes-Angers. Donc, je vous remercie tous et toutes d'être présents. Et il me revient, donc oui, je n'ai pas présenté l'Institut Agro Rennes-Angers, c'est une école qui forme des ingénieurs agroalimentaires et paysages horticulture à Angers. Et donc, on mène toute activité de recherche en lien avec l'agronomie agroalimentaire sens large. C'est tant les disciplines académiques, sciences dures que sciences sociales. Donc, pour ce rendez-vous des nouvelles ruralités, eh bien, il me revient la charge d'introduire en fait ce sujet-là. Comment cette question est apparue? En fait, on sait que cette question du rural n'a pas toujours été posée. Mais elle a même évolué. C'est une question, pendant longtemps, en fait, quand on parlait du rural, c'était par opposition à l'urbain. Et autrement dit, en fait, on s'intéressait aux campagnes
est bien souvent en opposition avec la ville. Finalement, si la ville renvoyait aux centralités économiques, sociales ou politiques, finalement, les campagnes étaient ces zones, ces territoires qui n'avaient pas ces centralités. Donc cette vision finalement du rural a entraîné de multiples oppositions assez binaires, hein. On opposait l'urbain au rural, la modernité au conservatisme, le progrès à la tradition, la culture avec la nature, etc., etc. Ce qu'on voit apparaître, c'est finalement un intérêt pour le rural qui est finalement assez récent, hein, qui apparaît au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, c'est dans un objectif de réduire des inégalités de développement. Et on pense à la réduction à partir d'équipements, à partir de santé, d'éducation, etc., de routes, etc., etc. Et ça donne lieu à un certain nombre de politiques spécifiques qui vont démarrer avec des politiques d'aménagement jusqu'à des politiques qu'on va appeler des approches territoriales pour les zones rurales. Finalement, ce qu'on voit, c'est une certaine apogée de cette visibilité de la question rurale, tant sur le plan académique que politique, qu'on pourrait peut-être situer dans les années 90, début des années 2000. En effet, sur le plan politique, alors par exemple, je pourrais évoquer le programme européen Leader, hein, qui est bien connu, je pense, de tous les personnes qui suivent les travaux du réseau rural, hein, un programme emblématique, hein, de développement des zones rurales. Et puis aussi, on voit l'arrivée dans les années 2000, enfin en 2000, hein, du deuxième pilier de la PAC, un pilier qu'on va appeler de développement rural. Sur le plan académique, on voit un peu la même chose, le même parallèle, hein, dans ces années-là. Il y a de nombreux travaux qui s'intéressent à la question rurale, alors dans différentes disciplines, hein, que ce soit en économie, hein, qu'on va qualifier de rurale, que ce soit en sociologie, rurale aussi, en géographie, rurale. Peut-être le parent pauvre, c'est plus les sciences politiques, mais on voit qu'en fait, cette question rurale donne lieu en fait à nombreuses publications dans des revues spécialisées. Il y a des réseaux qui se mettent en place. Force est de constater qu'à partir du milieu des années 2000, la question rurale finalement s'efface dans son propos général et devient plus l'affaire de spécialistes, hein. Sur le plan politique, on voit que les restructurations des pouvoirs publics, hein, sous l'effet de différents processus d'européanisation, la place que l'Europe va prendre, de décentralisation, de reconfiguration de l'État, finalement, ça va déplacer les centres d'intérêt et on va s'intéresser à des questions sur les pouvoirs locaux, qu'ils soient ruraux ou urbains. On va s'intéresser aux nouvelles compétences exercées par les collectivités territoriales, aux nouvelles régulations entre l'Union européenne, l'État, les collectivités territoriales. Et en parallèle, sur le plan académique, on peut observer finalement des constats assez similaires. Les recherches sur le rural deviennent de moins en moins nombreuses et se centrent finalement sur d'autres sujets qui intéressent les zones rurales, mais qui ne sont pas en soi des sujets qualifiés de ruraux, hein. Et là, on va avoir, en plus des questions citées précédemment, les questions qui se posent autour des enjeux climatiques, de l'environnement, de la métropolisation, la gentrification, etc., etc. Alors, si on a eu envie d'organiser ce cycle, c'est que récemment, on s'est rendu compte que la question du rural est finalement revenue, notamment à l'agenda politique, hein, face à la grogne des élus ruraux qui vont contester en fait le retrait de l'État et de ses services dans les zones rurales, hein. On pense à la poste, à la perception, à l'ingénierie publique, etc. Mais aussi face à la grogne des habitants des territoires ruraux. On peut penser notamment au mouvement des Gilets jaunes qui a été assez présent dans certaines zones rurales. Donc avec cela, l'État finalement se dote d'un nouvel agenda, l'agenda rural, d'un nouvel agenda politique, hein, qu'il va appeler l'agenda rural, et on en entendra sûrement parler tout à l'heure. En parallèle, les recherches se renouvellent sur ces nouvelles ruralités qui grognent, hein. On voit des nouveaux projets de recherche, hein, dont les travaux ne sont pas forcément encore sortis, sur qu'est-ce qui s'est passé avec la crise des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on peut dire des effets post-Covid sur cette nouvelle attractivité dont on nous parle tant, des campagnes existent-elles, etc. Donc voilà, vous voyez, on a plein de questions en suspens et c'est ce qu'on va essayer d'aborder dans l'ensemble de ce cycle des nouvelles ruralités. Et donc pour ce premier rendez-vous, eh bien, on vous propose de s'interroger sur ce qu'est le rural,
comment peut-on décrire le rural et comment peut-on parler du rural? Et donc là, je vais laisser la parole à Marianne pour présenter en fait notre webinaire d'aujourd'hui. Merci. Donc aujourd'hui, pour dire et décrire le rural, nous aurons trois points de vue. Une approche de catégorisation statistique par Laurent Auzé, chef de l'unité études de l'INSEE Bretagne, puis un regard universitaire avec Léa Sénégas, doctorante en sciences politiques, et puis un regard politique avec Isabelle Joucan, qui est coprésidente de Bruded et que je remercie particulièrement parce qu'elle a pu remplacer un intervenant qui a eu un empêchement au pied levé et c'est pas évident. Laurent Auzé, vous travaillez à l'INSEE Bretagne et vous allez nous présenter cette nouvelle classification proposée par l'INSEE et ce que ça donne sur les territoires bretons. Tout à fait. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais partager mon diaporama pour commencer. Voilà. Hop. Voilà, j'espère que tout le monde le voit bien. C'est bon? C'est très bien. Donc, un nouveau zonage pour appréhender la ruralité. Effectivement, l'INSEE, mais pas que l'INSEE, on va le voir, a développé depuis un an et a mis en place depuis un an une nouvelle définition du rural. D'ailleurs, une définition conjointe du rural et de l'urbain, nous allons le voir. Hop. Alors, est-ce que ça passe au diaporama suivant? Donc, je vais commencer par expliquer un peu cette définition, qui est une définition qui découle également de travaux au niveau européen auxquels l'INSEE a participé. Et puis, un peu comment ça va se traduire en Bretagne, quelles sont quelques statistiques qu'on peut observer sur le rural dans la région. Alors, une définition européenne par la grille de densité. Comme l'a bien indiqué Madame Lédin, pendant longtemps, le rural a été défini en creux. Les territoires ruraux étaient ceux qui n'étaient pas urbains et c'était effectivement pas très satisfaisant. Il y a même eu un moment où l'INSEE, s'étant rendu compte du problème, a supprimé le terme rural. Voilà, alors on était sur des territoires qui n'étaient pas dans la ville, mais qu'on ne qualifiait pas de rural. Et effectivement, on voit bien qu'on a besoin de pouvoir parler du rural. L'agenda rural, dont Madame Lédin a parlé, a émis le souhait que l'INSEE propose une approche nouvelle des espaces ruraux, qui ne soit pas en négatif de la définition de l'urbain. Alors, l'INSEE, effectivement, était tout à fait partante sur ce travail, parce que, d'un point de vue statistique, il est vraiment important de pouvoir parler du rural. Alors, les critères qui nous étaient donnés étaient des critères de densité, des critères de nature fonctionnelle, d'un critère de continuum pour essayer de voir un peu comment on pouvait faire le lien entre les espaces les plus isolés et peu peuplés et puis les espaces urbanisés, sachant qu'on n'est pas, on ne peut pas être binaire. On voit très bien que actuellement, c'est compliqué déjà de définir le rural, c'est moins compliqué peut-être de définir l'urbain, mais en tout cas, il n'y a pas un seul rural et chacun a son idée un peu de ce qu'est le rural. Du coup, pas mal de difficultés. Donc, l'INSEE a mis en place un groupe de travail chargé de construire cette définition et d'arriver à une définition qui soit consensuelle. Et il s'agit d'une définition technique et avant tout statistique. Il s'agit bien de définir ces catégories d'espace dans la perspective de réaliser des études et des productions statistiques et de mieux connaître cet espace rural et notamment les spécificités qu'il peut avoir par rapport à l'urbain. On n'a pas fait ça tout seul, heureusement, et ça aurait été dommage. Il y a un groupe de travail qui a réuni donc pas mal d'utilisateurs de la notion de rural, des géographes, des universitaires, les agences d'urbanisme, les associations d'élus, les administrations publiques, et puis des universitaires, chercheurs, qui avaient pas mal travaillé sur le sujet. Donc, pour préparer le groupe de travail, une quinzaine d'universitaires ont été interrogés sur leur manière de définir le rural. Voilà, donc l'idée, c'était bien d'arriver à une définition partagée et partagée par un large public, par une grande partie des utilisateurs de cette définition. 2 points de méthode qui s'imposaient à nous. Premièrement, il fallait une maille. Il fallait une maille qui soit à la commune, tout simplement, parce que pour agréger des statistiques,
on dispose la plupart du temps de statistiques communales. Donc, il fallait qu'une commune soit rurale ou urbaine. Alors qu'on sait bien que voilà, on peut avoir un morceau urbain, plus urbain dans la commune, et puis autour, notamment pour les grandes communes, des parties plus rurales. Mais pour l'utilisation pratique, tout simplement, il fallait qu'une commune soit urbaine ou rurale. Il fallait ensuite bien différencier les critères. À partir du moment où on cherche à mesurer quelque chose, ce quelque chose qu'on cherche à mesurer, on ne peut pas l'utiliser pour construire la définition. Donc, ce qui est apparu comme le plus adapté, c'est bien la notion de densité, mais une notion de densité un peu particulière, on va le voir ensuite. Je vais vous présenter des exemples. Parce que, de façon un peu générale, c'est ce qui ressortait le plus souvent quand on parlait du rural. Ça a évité de croiser des choses, des variables d'intérêt qu'on cherchait à mesurer. Et donc, c'est ce critère de densité qui a été considéré comme le plus adapté. En plus, il avait un avantage, c'est-à-dire qu'il y avait des réflexions sur cette densité qui sont menées au niveau européen, et donc ça permet d'intégrer la définition française dans une définition européenne qui est donc partagée plus largement que ce qu'on peut avoir au niveau national. Bien sûr, l'INSEE a participé à cette définition européenne également. Alors, c'est là où ça va devenir compliqué. Vous poserez des questions après. Je pense j'ai mis des diaporamas dans l'idée de les partager ensuite, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément détailler tout le processus, hein, je vais l'expliquer un peu globalement. Donc, on a une grille de densité qui découpe l'ensemble du territoire en carreaux de 1 km de côté. Et on va calculer la densité sur chacun de ces carreaux. Ensuite, on va identifier les zones de densité importantes qui s'agglomèrent. Donc, vous voyez en dessous, ce qu'on appelle clusters, définition européenne, hein, je le rappelle, lorsqu'on a plus de 1500 habitants au kilomètre carré, du coup, on est dans une zone qui est très dense. Et si l'agrégation de l'ensemble des petits carreaux, où on a plus de 1500 habitants au kilomètre carré, fait plus de 50 000 habitants, dans ce cas-là, on va être dans de l'urbain au sens le plus dense du terme. Et puis, il y a tout un tas de définitions. Ensuite, si quand on agrège des petits carreaux, mais en prenant par exemple, plus de 300 habitants au kilomètre carré, on va se retrouver dans de l'urbain un peu moins dense. Si on est entre 5 000 et 449 000 et un peu moins de 50 000 habitants. Entre 500 et 5 000 habitants, on sera plutôt dans du rural, lorsqu'on agrège ces carreaux. Ces carreaux peuvent déborder la commune. Hein. À ce moment-là, on ne regarde pas le carreau appartient à une commune. Et donc, le rural va être défini par des densités plus faibles ou des nombres d'habitants plus faibles. Alors, bien sûr, les seuils, ce sont des seuils, c'est-à-dire qu'il faut bien en choisir certains. Ils sont faits au mieux pour refléter ce qu'on estime être le rural et l'urbain. Évidemment, faut les choisir à un moment donné, donc voilà. Ensuite, on va regarder la part de la population de chaque commune qui réside dans ces différents types de carreaux, dans ces différents types d'agrégats. Alors, c'est une notion compliquée, c'est le passage le plus difficile, hein, voilà, dans ces différents types d'agrégats. Et c'est en fonction. Et si on a, par exemple, plus de 50% des habitants de la commune qui résident dans de l'urbain, dans ce cas-là, ce sera considéré comme une commune urbaine. Si au contraire, on a plus de 50% des habitants qui résident dans des carreaux considérés comme ruraux, donc moins de 5 000 habitants lorsqu'on les agrège, on va dire qu'on est dans le rural. Donc, des choix, une méthode qui n'est pas forcément simple à comprendre, et puis des choix que l'on doit faire sur les seuils à utiliser. Au total, on se retrouve avec un ensemble, avec chacune des communes qui va être classée dans différents types de grilles. Une grille, déjà en définissant l'urbain, le rural. À l'intérieur de l'urbain, des communes densément peuplées, des communes de densité intermédiaire, le rural des communes rurales, donc une grille à 3 niveaux, ou une grille plus détaillée à 7 niveaux, les grands centres urbains, les centres urbains intermédiaires, les ceintures urbaines, les petites villes, les bourgs ruraux, le rural à habitat dispersé,
Le rural à habitat très dispersé. Alors là, c'est pareil, on est sur des noms qui ont été fixés. Effectivement, entre bourg rural, petite ville, ça vient uniquement des seuils qu'on a pu définir au départ. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et déjà, l'impact que ça a, cette notion de rural, et pourquoi on utilise des agrégations de carreaux. Ça, c'est un exemple qui est un peu loin de nous, mais du coup, c'est très bien. C'est vraiment l'exemple le plus typique. C'est Arles. Arles, en fait, la partie urbanisée est très concentrée et on a une grande partie qui dépend du parc naturel régional de Camargue. Vous voyez que si on utilise la densité au sens habituel, c'est-à-dire si on divise la population de la commune par le nombre de kilomètres carrés, on se retrouve avec une très faible densité de 66 habitants au kilomètre carré. Donc, alors que Arles, on a quand même bien envie de dire que c'est de l'urbain. Donc, la méthode qu'on utilise, le fait que l'ensemble des habitants, la majorité des habitants soient concentrés dans la zone urbaine, permet de classer l'ensemble de la commune en zone urbaine, même si une grande part de la commune n'est pas urbanisée en termes de superficie. Donc, vous voyez que cette notion de densité qu'on utilise en agrégeant des carreaux permet de résoudre ces problèmes, qui est d'éviter qu'une grande commune ou qu'une commune avec des zones de montagne, par exemple, soit considérée comme rurale, alors que clairement, c'est une commune urbaine. Un autre exemple plus proche de nous, c'est Bain-de-Bretagne. Bain-de-Bretagne, c'est pareil, on a une commune, en tout cas, sur laquelle on a beaucoup d'agriculture encore. Et en même temps, on a quand même une ville, une petite ville qui est assez dense, sur laquelle on a 7300, plus de 5000 habitants qui résident. Et du coup, on va classer, malgré le fait qu'il y ait effectivement beaucoup d'espaces agricoles, mais encore une fois, ce n'est pas le critère qui a été retenu par le groupe de travail, ce n'est pas le critère qui a été partagé par l'ensemble des participants. On va classer Bain-de-Bretagne comme commune urbaine pour l'ensemble de la commune, et plus particulièrement, vous voyez, dans la grille de densité à cette composante, comme une petite ville. Derrière, compte tenu du nombre d'habitants de Bain-de-Bretagne, il est assez clair quand même qu'elle occupe ce genre de position, c'est-à-dire que c'est bien un pôle urbain dans lequel les gens vont faire leurs courses, vont travailler, voilà. Donc, mais ce n'est pas une définition standard de la densité. Je pense que c'est important de le signaler parce que ça évite les incompréhensions ensuite. Autre exemple, celui de Tréguier. Tréguier, c'est une commune qui est très dense. En fait, on a 2416 habitants sur une petite superficie. Et du coup, on est à 1589 à 1590 habitants au kilomètre carré. Pour autant, compte tenu de la taille de la commune, ce n'est pas une commune urbaine. C'est une commune qui est classée comme rurale, en bourg rural. Parce qu'autour, on n'arrive pas à agréger d'autres zones très denses qui permettraient de dépasser le seuil de 5000 habitants. Par contre, la commune, quand on regarde, effectivement, on a un centre hospitalier, on a différentes choses, mais encore une fois, ce n'est pas ça qu'on regarde, c'est vraiment une notion de densité. Donc, une notion qui ne va pas de soi, j'ai envie de dire, sur la construction du zonage rural. Alors, après, qu'est-ce que ça donne pour la Bretagne et comment on peut voir ce qui est en rural et ce qui est en urbain? Alors, vous voyez, les communes dites densément peuplées ou de densité intermédiaire, c'est la grille à 3 niveaux, ce sont les zones urbaines en Bretagne. Tout ce qui est en vert, ce sont les communes rurales. On a mis ça avec les aires d'attraction des villes. Vous voyez qu'on a notamment du rural dans les ceintures périurbaines. On a de l'urbain dans le centre-Bretagne, etc. Si on détaille notre grille à 7 niveaux, vous voyez qu'on a un territoire qui est assez morcelé. Vous voyez que la Bretagne est quand même assez rurale. C'est aussi le cas des Pays de la Loire, mais d'autres régions. Vous voyez où se trouvent les zones urbaines, encore une fois en orange, en rose. Beaucoup de petites villes. Les bourgs ruraux qui sont en vert, qui sont assez nombreux, et notamment là aussi dans les zones périurbaines, on le verra tout à l'heure. Le rural à habitat dispersé,
qui est un rural relativement, où on a encore une certaine densité, les bourgs ruraux, et le rural à habitat très dispersé, qui est assez important, où on a beaucoup de communes dans ce rural à habitat très dispersé, notamment dans le centre-Bretagne, centre-ouest sur Bretagne, et puis en partie en Ille-et-Vilaine. Alors, bon, cette grille d'analyse, elle est bien, ne répond pas à toutes les problématiques. On a, dans certains cas, le besoin de mieux le définir en le croisant, par exemple, avec ce qu'on appelle le zonage en aire d'attraction des villes. En fait, là, ça va nous permettre de définir un rural, des communes rurales qui sont plutôt sous influence d'une ville, donc qui sont dans le périurbain. Le périurbain, ça va être défini par les déplacements domicile-travail, c'est-à-dire que les gens qui vont résider dans ces communes rurales, la plupart des actifs, une bonne partie des actifs, vont travailler dans le pôle urbain qui est proche. Et puis les communes rurales non périurbaines, qui donc sont plus clairement séparées des grands pôles urbains. Alors, bien sûr, encore une fois, on définit des seuils, on définit des zones. Il faut voir qu'on a affaire en fait à un continuum. Il n'y a pas des ruptures franches entre le rural, entre l'urbain, entre le périurbain, etc. C'est quelque chose qui est plus subtil que ça, mais encore une fois, si on veut avoir une définition statistique qui est opérante, on est forcé de faire des choix. Si on croise du coup cette lecture fonctionnelle en regardant ce qui se trouve à proximité des villes, vous voyez qu'on va avoir, là c'est pareil, les communes densément peuplées, les communes de densité intermédiaire qui sont souvent soit des pôles urbains isolés, soit des zones périurbaines très denses, les communes rurales périurbaines à proximité des grands pôles, et les communes rurales non périurbaines. Donc un découpage du territoire qui, pour certains types d'analyse, va être plus maniable, va nous dire plus de choses que si on regardait globalement l'ensemble du territoire. Encore une fois, donc ce zonage rural, il ne faut pas le prendre tout seul, il faut le croiser avec ce qui a de l'intérêt pour nous, pour faire les découpages qui sont adaptés aux questions qu'on peut se poser. Si je mets cette même définition avec les bourgs ruraux, donc les communes rurales, mais qui commencent déjà d'une certaine taille, vous voyez qu'une grosse partie de ces bourgs ruraux sont aussi à proximité en fait, des zones urbaines. Alors, si on essaye de voir ce qu'on en tire d'un point de vue pratique et statistique, la Bretagne est la deuxième région la plus rurale de France en part de la population qui habite dans l'espace rural. On est à 53 à 54% de notre population en Bretagne qui habite dans l'espace défini comme rural. C'est la deuxième région derrière la Bourgogne-Franche-Comté. Vous voyez que si on accepte les DOM, l'Île-de-France est logiquement celle où on a la plus petite part de la population qui réside dans l'espace rural. Donc 32%, un tiers de la population française réside dans le rural. En Bretagne, plus de la moitié. Et c'est pareil, l'espace rural, du coup, c'est 90% des communes bretonnes. Donc, en nombre de communes, en part de la population, quelque chose qui est très fort. 333 bourgs ruraux, 577 communes qui appartiennent à ce qu'on appelle le rural à habitat dispersé, et 166, centre-ouest sur Bretagne, etc., qui sont dans le rural à habitat très dispersé. Le rural, ce n'est pas un espace en perdition. Des fois, on peut entendre ça, et ce n'est absolument pas le cas. Vous voyez que si l'on accepte le rural à habitat très dispersé, où effectivement la croissance de la population est plus faible, tous les autres espaces en Bretagne ont des dynamiques positives, que ce soit les grands centres urbains, les centres urbains intermédiaires, les ceintures urbaines, là on est dans l'urbain, les petites villes, mais aussi les bourgs ruraux qui sont très dynamiques en Bretagne, plus dynamiques que ce qu'on peut observer pour l'ensemble de la France. C'était aussi le cas du rural à habitat dispersé. Donc, en termes de population, bon, une région qui est dynamique en termes de population, mais une région pour laquelle l'espace rural est important et dynamique. Si on essaye de séparer les composantes
ce dynamisme. Et là, c'est peut-être un peu compliqué. En fait, la façon dont évolue la population, elle évolue selon deux raisons. D'une part, le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès. Et puis, d'autre part, les migrations, c'est-à-dire les migrations qui peuvent venir de l'Île-de-France ou d'une autre zone bretonne, c'est-à-dire l'arrivée de populations qui n'habitaient pas auparavant dans cette zone. Sur le sol naturel, là, on voit clairement qu'on a un ensemble de zones en Bretagne sur lesquelles on a désormais beaucoup plus de décès que de naissances. Mais ça concerne également les zones urbaines, notamment les centres urbains intermédiaires, les petites villes, et également le rural à habitat dispersé. Pour la plupart des zones, on est sur un sol naturel, donc un équilibre, on va dire, quasiment entre les naissances et les décès. Le seul type de zone où on a vraiment plus de naissances que de décès, c'est les grands centres urbains. Après, ce sont des zones où on a souvent des actifs et où les retraités vont vivre leur retraite ailleurs. Donc, ça explique aussi un peu ce genre de résultats. Sur le sol migratoire, vous voyez qu'en Bretagne, quasiment tous les types de zones, y compris le rural, sont attractifs. Il n'y a que dans le rural à habitat très dispersé qu'on observe plus de départs que d'arrivées. Et encore, on n'est pas très loin de l'équilibre. Et vous voyez qu'en particulier, les bourgs ruraux sont attractifs, le rural à habitat dispersé est attractif et les plus que la moyenne française. Un graphique un peu compliqué, en fait, ce sont les tranches d'âge. Là, j'ai défini l'urbain, le rural périurbain et les rural non périurbains. Donc, vous voyez l'autre définition, la définition fonctionnelle, qui permet de voir d'autres phénomènes qui sont liés à la proximité des villes. Dans l'urbain, l'endroit finalement où on a le plus de moins de 15 ans, ce n'est pas dans l'urbain, c'est dans le rural périurbain, donc dans des communes qu'on va classer dans le rural, où 19% de la population a moins de 15 ans. Alors, il s'agit de quoi? De toutes ces zones périurbaines où les familles, souvent c'est le cycle vie, on a les couples qui résident encore dans l'urbain, les personnes seules, et puis au moment où il y a un enfant, on va chercher à avoir un peu plus d'espace, on va chercher, en Bretagne surtout, à acheter la petite maison avec le jardin. Et du coup, vous voyez ce rural périurbain qui profite de ces mobilités des familles vers le périurbain, où on a 19% d'enfants. Et vous voyez que le rural non périurbain, finalement, n'est pas plus mal placé en ce qui concerne les enfants que l'urbain. Ça se gâte un peu après, tout simplement parce que là, on a pour les 15-24 ans, on a le départ des étudiants vers les grandes villes où se trouvent les centres universitaires. Et là, vous voyez qu'entre 15 et 24 ans, on a beaucoup plus de jeunes dans l'urbain que dans le rural. Pour les plus âgés, les plus de 65 ans, vous voyez que là encore, le rural périurbain fait quasiment jeu égal avec l'urbain. Par contre, effectivement, dans le rural non périurbain, il y a une population un peu plus âgée qui est présente. On est à 28% de 65 ans et plus, contre 22-21% dans les autres zones. Donc, un rural non périurbain qui, lui, est plus âgé et sur lequel on a moins de jeunes de 15 à 24 ans, mais pas moins de 15 ans. Si on regarde les CS, il y a les catégories socio-professionnelles, pardon, c'est mon côté INSEE. On voit aussi des phénomènes qui sont intéressants. Alors, des évidences. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'agriculture, mais on a bien une part des agriculteurs, en termes de profession, qui sont beaucoup plus présentes dans le rural à habitat très dispersé que dans les autres zones. Vous voyez également qu'on a une part de l'agriculture. On en a parlé tout à l'heure, j'ai cité l'exemple de Bain-de-Bretagne, mais dans les petites villes, voire dans les ceintures urbaines. Puisque même dans ces espaces urbains, il y a des zones qui sont à dominante agricole. Ce qui est intéressant aussi, c'est la part des cadres et la part des ouvriers. Alors là, je l'ai mis à part sur un autre diaporama, pour différencier les grands centres urbains, les communes densément peuplées, les bourgs ruraux et le rural en dehors des bourgs ruraux. Vous voyez que plus on va vers le rural, moins on a de cadres. 23% dans les grands centres urbains et seulement 8,8% hors des bourgs ruraux dans le rural. Et par contre, plus on a d'ouvriers.
Donc, des phénomènes qui sont quand même assez nets sur le type d'emploi qu'on peut avoir dans les différents centres et les habitants de ces différents centres. Et puis, pour terminer, 55% des familles se trouvent dans l'espace rural. Je passerai sur les familles monoparentales, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est très important. Mais vous voyez que dans les communes rurales, on a notamment plus de couples avec enfants, en proportion, qu'on en a dans les communes urbaines. Là, c'est pareil, pour bien faire. Là, on a mis la grille en trois densités, en trois découpages. Mais pour bien faire, là, il aurait fallu regarder les zones périurbaines. On l'a vu, c'est dans les zones périurbaines qu'on trouve les enfants, c'est dans les zones périurbaines, rurales périurbaines, qu'on trouve également les familles avec des jeunes enfants qui déménagent en venant souvent de la grande. Voilà, alors ce sont juste quelques exemples. C'est une définition qui est compliquée par ailleurs. Donc, je vais laisser la place aux questions, je pense qu'il y en aura. Notamment sur la façon dont on découpe ça. Voilà. Merci beaucoup. On a un peu dépassé le temps, mais comme je me voyais pas couper la fin du propos et risquer de perdre de la cohérence d'ensemble. Désolé, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est des notions qui sont compliquées. Donc, on a un tout petit peu dépassé et ça me paraissait plus intéressant de dépasser un petit peu le temps imparti et que ce soit clair pour tout le monde plutôt que de faire autrement. Pour l'instant, je n'ai pas vu de questions dans le chat. Alors après, il y a toujours la première question qui est la plus délicate. Moi, j'ai vu quelques questions, Marianne, dans le chat. D'accord. Eh ben, je te laisse Alors, prendre le relais. Des questions assez techniques. Si au sujet, quand vous avez défini en fait la maille, est-ce que, alors c'est Maxime Paillet qui a posé la question, peut-être qu'il veut la poser en direct, ou je me fais ça en porte-parole. Oui, bonjour à vous, je suis Maxime Paillet, je suis paysagiste, doctorant CIFRE pour l'ODEAC Communauté. Une question toute simple parce que c'est un sujet très crucial qui va intéresser nos élus, notamment en termes de prospective. Est-ce que la maille de définition initiale, vous avez dit que ça a été la commune, est-ce que ça a été débattu pour que ce soit également le bassin de vie? Alors, la maille de définition, c'est effectivement la commune. Les bassins de vie sont des agrégations de communes. Du coup, on a une méthode pour définir si une zone qui agrège des communes peut être définie comme rurale ou non. Mais vous voyez tous les problèmes qu'on peut avoir déjà dans la définition de la commune, c'est-à-dire que dans la plupart des communes, on a une zone qui peut être agricole, une zone plus dense. Au niveau des bassins de vie, il va se retrouver, on va mélanger des communes rurales, des communes non rurales, puisque le principe des bassins de vie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement l'accès aux équipements. On définit des pôles dans lesquels les gens vont avoir accès à un certain nombre d'équipements. Et du coup, on est en train de les renouveler d'ailleurs en ce moment. Ils sortiront sans doute fin novembre. Du coup, on est sur une zone qui va agréger des pôles d'équipements et puis des zones moins bien équipées. C'est-à-dire qu'on va forcément agréger des zones rurales et urbaines dans la définition communale. Et du coup, on peut avoir quelque chose qui est un peu moins opérant si on veut faire des statistiques. Mais dans l'absolu, c'est possible. On peut regarder la population, la part de la population qui se trouve dans chacune des catégories au niveau du bassin de vie. Accessoirement, la part des différentes populations pour chacune des communes est disponible sur le site INSEE.fr. Si vous cherchez la grille de densité, vous trouverez quelle part se trouve dans l'urbain, quelle part se trouve dans le rural, etc. Et du coup, vous pouvez reconstruire, voir si un bassin de vie est plus ou moins rural, plus ou moins urbain. Moi, ce que je trouvais intéressant dans cette approche, c'est que, comme vous le disiez en introduction, on ne peut pas créer une catégorie statistique à partir de ce qu'on s'attend à trouver dedans. C'est-à-dire du rural, c'est pas de service urbain, par exemple, pour aller dans la caricature. Et d'un point de vue tout autre sur cette difficulté, ce côté protéiforme du rural, puisqu'on est bien sur un gradient et un continuum urbain-rural, assez régulièrement, quand on échange de questions rurales avec les collègues,
Certains me disent, mais tel territoire, c'est rural ou c'est urbain? Et en général, ma réponse, c'est ça dépend quel est ton sujet. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui seront, quel que soit le sujet, considérés comme des territoires ruraux. Mais voilà, des bourgs ruraux et des petites villes rurales, suivant la grille de lecture, c'est tout à fait pertinent de les qualifier de rurales ou de plus urbaines. Je vois qu'il y a une question de Jacques du Conseil de développement Erdre, je ne sais pas quoi parce que c'est écrit trop petit. Je vous laisse poser votre question. Oui, moi j'en avais deux. Un, d'abord, si on pouvait voir ce que ça pouvait représenter les agrégats des petits chaos sur une cartographie, par exemple. Et la deuxième chose, on a sur notre territoire le SCOT métropolitain Nantes-Saint-Nazaire qui est en cours de révision, enfin qui va démarrer une révision. Est-ce que ces éléments-là vont être pris en considération pour redéfinir ce qu'on appelle les pôles? Donc les pôles urbains, les pôles intermédiaires, etc. Alors, là, c'est peut-être pas à moi de vous répondre. Il s'agit d'un zonage qui peut être utilisé si vous le souhaitez. Nous, on le propose quelque part et voilà, il est disponible, il est documenté, il est accessible pour chaque commune sur INSEE.fr, notre site internet. Après, j'ai envie de dire à chacun de s'en emparer pour ses besoins, pour ce zonage-là, pour d'autres zonages qui existent également. L'INSEE définit tout un tas de zonages. J'ai envie de dire, c'est à vous de voir en fonction des besoins que vous avez et du fait que ce zonage soit adapté ou non à votre problématique. Nous, on construit, on propose. On construit, là, on construit avec d'autres d'ailleurs. Ensuite, sur l'exemple sur les carreaux, c'est ça. Alors, j'en ai pas sous la main, mais ce que je peux proposer, c'est de transférer un petit exemple à Madame Pabeuf. Alors, je ne sais pas sur quelle zone, mais du coup, qui le mettra à disposition, je pense, avec des participants. Ok. J'ai regardé si j'en trouvais un facilement, mais voilà, c'est un peu compliqué de passer pas mal de temps à chercher l'exemple adéquat. D'accord. Je vous Merci. propose de le transmettre à Madame Pabeuf. Yvon Le Carreau? Oui, ma question à Catherine, en oubliant de refaire, à envoyer à tous, du coup, je la formule comme ça. Donc, d'abord, merci à l'INSEE d'avoir dépassé un peu l'absurdité d'une France sans ruralité de 2010. La deuxième chose, c'est que ce zonage qui combine les deux éléments, donc densité et puis agrégat de population, est relativement intéressant pour avoir une première entrée en tout cas sur un territoire pour les étudiants, par exemple, c'est très bien. Pour nous aussi, en tant que chercheurs, c'est utile. De même que j'avais beaucoup critiqué la formulation commune isolée de quoi? Là, je trouve absurde les deux dernières catégories avec cette notion de dispersion, puisqu'il se trouve qu'il n'y a aucun rapport en géographie entre la densité et la dispersion. Les oasis dans le Sahara, c'est extrêmement concentré avec une densité de population globale très, très faible. Et le Rwanda, c'est très, très dense avec une population extrêmement dispersée. Et on a, sans prendre ces extrêmes-là, les mêmes exemples entre la Bretagne et la Lorraine, par exemple. Appelé habitat très dispersé, l'habitat lorrain peu dense, c'est absurde puisque c'est justement un exemple typique en géographie rurale d'habitat groupé. Et donc, voilà, je trouve le terme maladroit, mais sur le fond, l'idée qu'il y ait des communes où il y a beaucoup moins de population, ce que l'on appelle, nous, la France des basses densités, ça a du sens. Et effectivement, on ne vit pas pareil dans le cœur de la Lorraine ou de la Bretagne que près de Rennes, ça c'est sûr. Donc, en gros, les catégories, je ne les remets pas en cause, c'est juste le libellé qui est proposé autour de cette notion de dispersion qui ne correspond pas en fait à la réalité vécue par les gens. Dans le centre-Bretagne, l'habitat est effectivement très dispersé, mais en Lorraine, il se trouve qu'il est, dans ce qui est qualifié de très dispersé, il se trouve qu'il est très groupé. Voilà. Effectivement, un nom, c'est comme une définition. Quand on définit un seuil, ce n'est pas facile. Quand on met un nom, ce n'est pas facile non plus, surtout pour qu'il soit adapté à l'ensemble du territoire. Ok, voilà. Mais sinon, c'est chouette, c'est intéressant et utile de mon point de vue. Daniel Caillarec? Oui, bonjour. Donc, je souligne dans le chat qu'il y a un problème d'usage de ce classement et on l'a
On l'a surtout rencontré à l'élaboration de notre candidature leader, où la ville de Carhaix, qui est la ville-centre de notre zone rurale, très rurale même, se retrouve sortie du bénéfice du programme leader. Sortie en partie, quoi, bien sûr. Comme c'est aussi deux sujets différents hein, entre comment est-ce qu'on réfléchit au rural et comment est-ce qu'on le qualifie, et puis après les réflexions sur les effets de seuil et leurs impacts sur les politiques publiques, je note cette remarque, mais je ne suis pas en position de la commenter plus longtemps. Oui, oui, donc c'est bien une remarque sur l'usage, tout à fait. Catherine, est-ce que j'ai zappé une question du chat? Non, je n'ai pas vu. Non, tout était très D'accord. J'avais presque envie de répondre à Daniel Caillerac qu'en fait, il y a sans doute une différence entre la définition que propose l'INSEE et puis après la façon dont en fait, on utilise ces définitions pour mettre en œuvre des politiques publiques, quoi. Hein, donc, voilà. Il y a deux choses qui sont distinctes, quoi. Voilà. Non, je ne vois pas d'autres questions qui n'auraient pas été appréhendées. Eh ben, je vous propose d'aborder la question de définir et dire le rural sous un autre angle. Merci beaucoup, Laurent Auzé. Merci à vous. Donc, Léa Sénégas, vous êtes doctorante en sciences politiques. Vous êtes sur le point de soutenir votre thèse « La régionalisation des politiques de soutien à l'agriculture biologique, une comparaison France-Allemagne ». Si je ne me trompe pas, on est à 20 jours de l'échéance. Voilà. On vous a proposé d'intervenir pendant ce webinaire parce que vous avez également rédigé l'entrée ruralité du dictionnaire des politiques territoriales dirigé par Romain Pasquier, Sébastien Guigné et Alistair Cole. Et donc, je vous invite à nous donner votre regard de politiste sur la ruralité, les ruralités et ce qu'on fait de ces concepts dans les politiques publiques et dans les discours politiques. Très bien. Merci beaucoup. Donc, merci à Marianne et Catherine d'avoir organisé cette première séance. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis au niveau de la connexion parce que j'ai une connexion Internet qui a des petits soucis en ce moment. Oui, donc Léa Sénégas, je suis doctorante en sciences politiques et donc je suis un peu plus sur le volet agricole dans ma thèse, mais je me suis confrontée à la question de la ruralité, notamment par la notice du dictionnaire et puis par la participation à différents séminaires et colloques. Mon intervention aujourd'hui, elle a pour objectif d'interroger l'utilisation de la catégorie du rural dans la recherche en sciences sociales, mais plus particulièrement parce qu'en fait, il y a des chercheurs en géographie, en histoire, donc c'est assez large, même en économie, qui se sont intéressés au rural. Je vais m'intéresser particulièrement à la sociologie et à la science politique, et plus spécifiquement en sciences politiques, à la sociologie de l'action publique. Donc la ruralité constitue historiquement un objet majeur de la recherche en sciences sociales, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, autour de ce qu'on appelle les études rurales, donc qui rassemblent un ensemble de chercheurs en anthropologie, en géographie, en sociologie, donc qui avait pour objet vraiment la ruralité. Mais cette catégorie va être, depuis les années 80, interrogée dans sa capacité à être une variable explicative d'effets sociaux. Il y a deux éléments qui expliquent cette remise en cause un peu de la catégorie de ruralité comme catégorie pertinente dans la recherche en sciences sociales. C'est d'une part l'étalement urbain qui va rendre de plus en plus floues les frontières entre l'urbain et le rural, et donc qui va remettre en cause partiellement cette dichotomie. Je pense notamment au fait que c'est développé beaucoup, et on l'a vu dans le vocabulaire de Monsieur Auzé, des terminologies comme la périurbanité ou la rurbanité, donc qui sont des territoires un peu intermédiaires. Et ces territoires intermédiaires vont prendre, avec l'étalement urbain, une place de plus en plus importante et vont re-questionner la pertinence de cette division entre urbain et rural.
Et il y a une deuxième raison pour laquelle cette dichotomie est en partie remise en cause, ou du moins relativisée, c'est qu'on assiste à une homogénéisation des modes de vie des populations, avec l'augmentation de la mobilité et des échanges à la fois culturels et économiques. Il y a de moins en moins de spécificité, on va dire, au mode de vie rural par rapport à un mode de vie urbain. Donc, malgré ces deux phénomènes qui ont été reconnus et donc documentés par la littérature, la ruralité fait encore aujourd'hui l'objet de travaux de recherche en sciences sociales. Et donc, l'objectif de mon intervention, c'est de vous montrer pourquoi est-ce que la ruralité s'est maintenue en fait en tant qu'objet de recherche, et en particulier, donc je le répète, en sociologie et en sciences politiques, et ensuite quelle signification elle revêt dans ces travaux. Je vais commencer tout d'abord par une approche plutôt sociologique. Dans la première partie du XXe siècle, donc jusque dans les années 80, la sociologie rurale et l'anthropologie s'intéressent aux campagnes, mais avec une conception très centrée sur le monde paysan. Donc les espaces ruraux sont plutôt décrits comme des espaces à majorité paysanne, avec des modes de vie qui sont très reliés à l'agriculture et à la paysannerie. Donc, je pense notamment aux travaux de Henri Mindras, mais ce n'est pas le seul. À partir des années 80, cette conception est remise en cause par des sociologues qui considèrent les territoires ruraux non plus comme des espaces un peu fermés qui auraient leur propre mode de vie un peu archaïque. Et donc, une des thèses des études rurales, c'était de montrer que la ruralité était moins touchée que l'urbanité par la division fonctionnelle du travail, par exemple. Donc, à partir des années 80, cette conception est remise en cause par des sociologues qui considèrent les territoires ruraux non pas comme des espaces fermés, mais bien comme des espaces traversés par des évolutions socio-économiques qui les dépassent largement. Donc, le milieu rural, il reste un terrain d'enquête, mais en tant qu'il permet de réinterroger des enjeux sociaux plus généraux, comme les classes sociales, le genre, la famille ou l'environnement. En cela, donc, les sociologues participent d'une déspécification de la catégorie de la ruralité, mais les études qui s'intéressent aux espaces ruraux, notamment en fait ceux du laboratoire du Césaire qui est à Dijon, et donc beaucoup de chercheurs s'intéressent à la question de la ruralité, et notamment en sociologie. Donc ces études qui portent sur les mondes ruraux font état tout de même d'une morphologie sociale spécifique qui distingue ces espaces sociaux, donc les espaces sociaux ruraux, des espaces sociaux urbains. Et cette morphologie sociale, elle est fortement liée à ce que M. Auzé nous a présenté un petit peu avec la Bretagne tout à l'heure, à la prépondérance de certaines activités en milieu rural. Donc c'est le cas de l'agriculture, même si elle est en déclin, on voit en Bretagne, mais en fait plus largement sur les territoires ruraux en France, qu'elle est surreprésentée en milieu urbain rural par rapport au milieu urbain. Ce qui est important aussi, ce que les sociologues ont mis en avant, c'est aussi la surreprésentation des classes populaires et notamment des ouvriers. Donc, comme l'a montré M. Auzé, à l'inverse, il y a une sous-représentation des cadres supérieurs et puis des professions intellectuelles supérieures également en ruralité. Et donc, en fait, cette prépondérance de certaines activités, donc surtout des activités exécutives dans la ruralité, fait qu'il va y avoir une morphologie sociale spécifique et donc des classes sociales, des rapports entre les groupes sociaux qui vont être différents de la ville. Un petit exemple donc concernant une catégorie socio-professionnelle spécifique qui sont les artisans et les commerçants. Si en ville, ils sont largement dominés dans les rapports sociaux par les classes type cadre sup, par exemple, à la campagne, ils vont avoir une place davantage prépondérante dans les rapports sociaux, enfin dominante dans les rapports sociaux, parce qu'ils seront moins concurrencés par ces autres catégories socio-professionnelles. Les travaux de sociologie des espaces ruraux montrent également qu'un autre type de ressources est valorisé dans le milieu rural,
c'est le capital d'autochtonie. Alors, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Le capital d'autochtonie, c'est une notion qui a été développée en sociologie en premier lieu dans les classes populaires, pour montrer que chez les classes populaires, malgré le fait qu'ils aient un capital économique, donc des ressources assez limitées, et un capital culturel, donc par exemple des diplômes également relativement limités, ils peuvent s'appuyer, particulièrement dans les milieux ruraux, sur leur ancrage territorial, notamment via les liens de parenté, mais aussi via leur investissement dans le territoire au travers des lieux de sociabilisation comme la chasse, comme le football ou les sapeurs-pompiers. Donc, il y a des travaux qui ont eu cours sur ces domaines-là. Et en fait, ils peuvent s'appuyer donc sur ce capital d'autochtonie, c'est-à-dire cette imbrication dans le territoire pour avoir accès, par exemple, à l'emploi ou au logement plus facilement. C'est la réputation et l'interconnaissance qui leur permettent plus facilement d'avoir accès à ces ressources. De récentes études, donc notamment celles portées par Nicolas Renaï et plus récemment par Benoît Coquart, Nicolas Renaï qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les gars du coin », mais ça fait maintenant quelques années, et Benoît Coquart qui a publié un ouvrage plus récent, mais avec un peu le même angle sur les classes populaires en milieu rural, montre que ce capital d'autochtonie est en crise aujourd'hui, que l'utilisation de ce capital d'autochtonie est en crise aujourd'hui, notamment parce que avec la crise économique, l'augmentation du chômage qui touche particulièrement les territoires ruraux rend difficile l'utilisation de ce capital pour pouvoir trouver de l'emploi. Et aussi parce que donc, dans la catégorie plus du logement, les tensions sur l'augmentation notamment de l'immobilier rend de plus en plus difficile l'accessibilité par les catégories populaires d'un logement. Alors même qu'en milieu rural, le fait d'accéder à la propriété relativement jeune est une des caractéristiques des classes populaires en milieu rural. Donc, cette crise économique et ces tensions sur l'immobilier, il faut noter qu'elles ne touchent pas de la même façon tous les territoires ruraux. Et certes, dans les territoires ruraux, il y a des fonctions traditionnelles de type agriculture ou agroalimentaire ou industrie agroalimentaire qui ont tendance à décliner et qui sont remplacées peu à peu par l'économie plus résidentielle, qu'elle soit permanente ou qu'elle soit temporaire, donc le tourisme, tout ce qui est lié au commerce, etc. Mais en fait, cette économie résidentielle ou cette économie de présence, parce que donc pour le tourisme, il s'agit seulement d'une présence temporaire, elle touche de manière très différente en fait les territoires ruraux, ce qui fait qu'on aboutit à de fortes différenciations et des concurrences très importantes entre les territoires ruraux sur l'accueil de justement ces nouvelles populations. Et dans cette concurrence, il y a des critères, donc des aménités qui vont être extrêmement importantes à avoir, par exemple l'accès à Internet, la question justement de l'éloignement plus ou moins fort des pôles urbains que l'INSEE prend en considération, mais il y a aussi la question du littoral. Ce que nous a montré tout à l'heure M. Osé avec la région Bretagne, est-ce que en fait, cette attraction de nouvelles populations qui semblait être une réalité pour la plupart des territoires ruraux en Bretagne, on retrouve la même en Bourgogne, par exemple. Enfin, je prends la Bourgogne parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la ruralité dans cette région-là. C'est pas sûr parce qu'il n'y a pas cet effet littoral aussi. Donc, pour conclure sur cette première partie, sur plutôt la sociologie, il faut souligner vraiment une diversification des territoires ruraux qui rend difficile aujourd'hui de parler d'une ruralité et qui amène plutôt à parler de ruralité au pluriel. Sur la recherche, il y a une conséquence aussi directe qui est que la plupart des recherches sur les mondes ruraux sont sur des espaces localisés assez restreints. Je vais vous donner un exemple. Donc, il y a un ouvrage qui est publié en 2008 qui s'appelle « Mondes ruraux et classes sociales », dirigé par Yvan Bruno, Gilles
cité Nicolas Renaillé et Julien Michy. Et en fait, dans cet ouvrage, c'est vraiment juste sur le Germanois, donc une région en fait de la Bourgogne-Franche-Comté, et qui croise en fait différentes études sur un même espace, mais assez localisé. Donc il y a vraiment une tension entre comment définir le rural de manière un peu générale, d'un point de vue sociologique, sachant qu'il y a une diversification des espaces ruraux. Cette pluralité des trajectoires socio-économiques interroge également la ruralité comme catégorie d'intervention des pouvoirs publics. Donc là, je vais passer un peu à ma deuxième partie, plus tournée autour de l'action publique et moins sur les caractéristiques sociales des territoires ruraux. En France, l'intervention de l'État sur les territoires ruraux fait partie d'une histoire relativement longue et je reviens rapidement là-dessus, mais par exemple, sous la Troisième République, il y a eu énormément de politiques de tentatives de désenclavement, on va dire, de certains territoires ruraux, notamment par le financement des lignes de chemin de fer, par exemple. Ce qui est marquant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est d'une part la multiplication des autorités publiques qui vont intervenir sur ces espaces ruraux. Donc il y a l'État qui continue, donc on l'a vu avec l'agenda rural récemment, mais qui continue à intervenir. Il y a aussi l'Europe, donc Catherine en a parlé tout à l'heure avec le programme LEADER notamment. Mais il y a aussi les collectivités territoriales, donc les régions avec les contrats de pays, par exemple, sont intervenus assez tôt sur les espaces ruraux, les départements avec les contrats de territoire, les intercommunalités, le fait intercommunal qui est maintenant ce qui s'est généralisé aussi dans la ruralité, et donc les communes qui, elles, sont plus classiquement intervenues dans les territoires ruraux. Et donc, une des premières évolutions, c'est cette complexification de la gouvernance, qui est une gouvernance aujourd'hui multiniveau. Et d'autre part, on voit une évolution dans les types d'instrumentation d'action publique touchant les espaces ruraux. Dans une première phase, avant les années 80, l'État et l'Union européenne interviennent plutôt sur les territoires ruraux à partir d'une logique très redistributive. De type keynésienne, l'objectif, c'est de réduire les inégalités et d'assurer une péréquation, d'une certaine manière, au sein de l'espace national. On peut donner comme exemple de cette logique redistributive l'électrification. Il y a un politiste donc, qui s'appelle François-Mathieu Poupeau qui a écrit un article en 2007 qui reprend en fait l'historique de la mise en place d'une péréquation entre donc une péréquation tarifaire géographique, c'est-à-dire que à partir de 1990, en métropole, je précise, les personnes qui habitent en territoire rural payent au même niveau l'électricité que les personnes en territoire urbain, malgré le fait que le coût des infrastructures est beaucoup plus élevé. Donc, en fait, il y a une péréquation qui va se mettre en place au niveau de l'État pour permettre de pallier les handicaps qui sont liés à la faible densité. On retrouve d'ailleurs, et c'est pour ça que cette logique redistributive n'a pas totalement disparu, ce n'est pas mon propos, mais plutôt qu'elle s'est fait un peu dépasser par d'autres logiques, mais on retrouve un peu cette même logique redistributive dans les politiques, notamment des zones blanches, qui ont été développées par donc le cofinancement par l'État et les collectivités territoriales des infrastructures pour permettre l'arrivée d'Internet aujourd'hui dans les espaces ruraux. Cependant, cette modalité d'intervention de l'État au travers d'une logique redistributive a été détrônée progressivement par le développement à partir des années 80, particulièrement dans les années 90, de politiques plus incitatives qui ont vocation à mobiliser les acteurs locaux
C'est le cas notamment du programme LEADER dont a parlé Catherine Lédin, donc le programme LEADER qui est inscrit aujourd'hui dans le second pilier de la PAC dit de développement rural. Et donc l'objectif, en fait, c'est vraiment de mobiliser les acteurs pour qu'ils puissent développer des projets de territoire adaptés aux réalités socio-économiques. Et donc là, l'État et l'Union européenne interviennent davantage en cofinancement et non de manière pas de la même manière qu'une péréquation géographique territoriale. Une dernière phase d'instrumentation de l'action publique qui est relativement récente, c'est celle du développement des appels à projets. Donc on passe en fait de plus en plus de la contractualisation. Alors la contractualisation n'a pas disparu, mais se développent en parallèle des modalités d'intervention qui mettent davantage en concurrence les territoires. On pense notamment en 2005 à la mise en place des pôles d'excellence rurale et plus récemment aux petites villes de demain. Et là, systématiquement, ce qui est intéressant, c'est de voir que on est dans une logique, certes, de mobilisation des acteurs, mais aussi de définition d'un cadre par les personnes donc l'État, la plupart du temps, ou l'Union européenne qui définissent les projets. Et donc, on assiste à une forme de gouvernement à distance. Alors, cette évolution de l'instrumentation de l'action publique n'est pas l'apanage des territoires ruraux, parce que en fait cette question de l'appel à projet, etc., a été aussi développée dans les territoires urbains, mais c'est vrai qu'elle touche également les territoires ruraux et elle engendre aussi des modifications dans le type d'intervention de l'État et de l'Union européenne. Oui, je répondrai aux questions après. Pardon. Donc, cette transformation de la logique d'intervention, elle n'empêche pas une forme de permanence qui est la présence de dispositifs orientés spécifiquement vers la ruralité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette permanence, alors je ne dis pas que c'est le facteur explicatif unique, mais un des facteurs explicatifs de la permanence de dispositifs en direction de la ruralité, il y a évidemment, comme a pu le dire Catherine Lédin, des éléments conjoncturels qui ont remis à l'agenda régulièrement la question des territoires ruraux, et notamment les Gilets jaunes en font partie. Mais il y a aussi l'œuvre de lobbying, notamment à l'échelle de l'État, des élus ruraux qui sont fortement impliqués et historiquement organisés à l'échelle de l'État pour valoriser en fait certains dispositifs. Alors, François-Mathieu Poupeau, donc concernant l'électrification, il avait mis en avant le rôle de l'AMR, donc l'Association des maires ruraux de France. Et plus récemment, l'Association des petites villes de France a été aussi assez importante dans la mise en place des petites villes, du dispositif des petites villes de demain. Les élus des communes rurales sont cependant eux-mêmes touchés à l'échelle locale par des reconfigurations concernant la gouvernance de leur propre territoire. Et c'est assez intéressant dans la littérature en sciences politiques, je pense notamment à des auteurs comme Anne-Cécile Douillet, qui ont mis en avant l'évolution en fait du rôle des élus ruraux. Dans un premier temps, ils étaient essentiellement donc dans l'action publique. Leur objectif était essentiellement d'influencer, donc avant la décentralisation, d'influencer les services de l'État et d'aller chercher des ressources à la fois financières et techniques auprès des services de l'État pour pouvoir développer leur propre action publique sur leur territoire. Avec le développement des interventions plus incitatives et des territoires de projet, les élus ruraux se sont vus aussi octroyer un rôle un peu plus de leadership et de mobilisateur des acteurs sur les territoires, avec des difficultés parfois à générer du collectif dans des territoires où des populations avec des usages divers de la ruralité s'agrègent parfois difficilement. Et donc, pour finir, je voulais souligner le fait que
il y a une complexification dans la manière d'intervenir dans la manière de gouverner les espaces ruraux, également parce que ces espaces ruraux sont aujourd'hui au cœur de concurrence entre différentes collectivités territoriales dans leur intervention. Je dis concurrence, mais on devrait parler plutôt de coopétition parce qu'il y a des collaborations aussi qui sont développées. Je pense notamment au fait que donc, les régions sont intervenues historiquement avec les contrats de pays, mais que voilà, avec leur nouveau statut d'autorité de gestion du FEADER, enfin des fonds européens et notamment du FEADER, elles se retrouvent un petit peu chef de file en plus sur les enjeux économiques, donc ça favorise en fait leur intervention sur les territoires ruraux, mais on a à côté de ça les départements qui vont aussi, au nom de la solidarité, de la garantie de la solidarité territoriale, intervenir également de cette manière sur les territoires ruraux, enfin un développement des espaces ruraux. Et on a aussi les métropoles. Et alors là, c'est assez intéressant parce que depuis 2015, donc c'est très récemment, avec les contrats de réciprocité entre campagne et ville, on se rend compte qu'il y a des nouvelles formes en fait, de coopération, donc plus horizontales, entre territoires urbains et territoires ruraux concernant le développement des mobilités ou la gestion de certaines infrastructures, etc. Avec un peu un imaginaire, au départ la loi l'a fait avec un peu un imaginaire de ruissellement entre urbain et rural. Du coup, c'est intéressant, il y a très peu de recherches qui ont été faites là-dessus, mais je trouve ça intéressant dans le futur, certainement, de creuser cette question des nouvelles coopérations entre territoires urbains et territoires ruraux qui impliquent quelque chose d'assez spécifique dans l'intervention, que les métropoles en fait agissent sur des territoires qui ne sont pas dans leur territoire d'intervention juridique. Voilà, merci pour votre attention et donc je suis intéressée par toutes les questions. Merci Léa pour ton intervention. Alors, j'ai cru comprendre que tu avais reçu des messages en direct, peut-être, sur... Donc, il y en a d'autres aussi dans le chat. Je vois qu'il y a... Alors, je n'ai pas vu celles qui t'ont été adressées en direct, mais je vois qu'il y a dans le chat, il y a Christophe Baticle qui pose une question. Donc, je ne sais pas si, Christophe, vous voulez la poser en direct auprès de Léa. Non, vous pouvez le faire. J'ai lu la question, donc c'est sur le capital d'autochtonie, c'est ça? C'est ça, exactement, merci. Donc oui, le capital d'autochtonie a été étudié comme ressource sociale et donc la question c'est est-ce qu'il y a des travaux qui ont étudié l'autochtonie comme contrainte au sens d'atteinte comportementale? Alors, je suis moins spécialiste de ces travaux, mais je sais que dans les travaux qui ont utilisé le capital d'autochtonie, il y a aussi quand même, notamment, je pense à Benoît Coquart, je ne sais pas si vous avez, qui a écrit un ouvrage il n'y a pas longtemps, mais en fait, qui explique comment est-ce que cette réputation, elle peut être aussi mal vécue. Et en fait, il parle notamment des jeunes qui sont de classe populaire, mais qui sont plutôt isolés et qui sont en réalité non, en fait, exclus de ces cercles de sociabilité type club de football, etc. Et en fait, pour eux, c'est extrêmement difficile dans un espace où il y a l'interconnaissance joue un rôle assez important, justement de dépasser en fait cette réputation qu'ils ont sur eux. Donc, c'est pas tout à fait du capital d'autochtonie, mais il y a cette question de, en tout cas, l'interconnaissance comme risque pour l'enfermement concernant la réputation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais merci, voilà. Tout à fait, oui. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Il y a une question aussi concernant le FPIC. Alors, est-ce qu'il est possible de... Est-ce que je ne connais pas cette... C'est monsieur Daniel. Alors, oui. Ouais. Donc, je ne me rappelle plus de quel comité interministériel à la ruralité qui avait mis en avant cette proposition qui a été adoptée. Donc, c'est le fonds de péréquation intercommunal ou intercommunautaire, je ne sais plus trop, qui, en un mot, permet aux communes, enfin, qui fait que les communes les plus riches alimente les communes les plus pauvres. Donc, c'était un fonds qui devait se développer
à hauteur de plusieurs milliards, qui est aujourd'hui limité à 1 milliard, donc avec un frein très net de la ville de Paris, entre autres. Et donc, ce fonds, finalement, peut amener à des villes, et je reprends l'exemple de Carême, mais je pense que l'ODEAC doit être également concerné, des villes-centres d'une zone très rurale, peut être amené à reverser des sommes relativement importantes, alors qu'une ville un peu plus riche dans une zone rurale est un apport intéressant. Voilà. D'accord. Donc, c'est de la péréquation qui aurait lieu en fait relativement directement. Parce qu'en termes de péréquation à l'échelle nationale, il y a aussi la dotation de solidarité rurale qui existe. Donc, ça veut dire qu'en fait, mais c'est indirect, mais de fait, les villes qui ont les communes qui ont moins de 10 000 habitants ont par l'État de l'argent en plus au titre du fait qu'elles soient rurales. Donc, c'est pour ça que je disais, voilà, attention, c'est vrai que la redistribution n'a pas disparu. Elle est toujours présente et les autorités publiques interviennent de cette façon-là, mais c'est juste ça s'est complexifié avec d'autres modalités d'intervention. Alors, tu viens de recevoir une autre question par rapport aux concurrences, compétitions que vous abordez. Avez-vous observé des liens avec les démarches de marketing territorial entreprises sur les territoires bretons? Alors, c'est pas forcément sur les territoires bretons en particulier, mais c'est vrai que ce que je vous disais sur la transformation du rôle des élus ruraux a été beaucoup étudié du point de vue aussi, donc notamment par des auteurs comme Christian Lebar, du point de vue du marketing territorial. Et en effet, alors le marketing territorial, il faut savoir que, encore une fois, c'est au-delà du territoire rural, parce qu'avec les modalités, par exemple, de labellisation qui touchent aussi les métropoles, on a aussi du marketing territorial très fort dans les métropoles pour attirer des nouvelles populations qui tentent de cibler d'ailleurs. Mais bien évidemment, la question du marketing territorial est aujourd'hui un outil, on va dire, pour les élus pour pouvoir attirer des nouvelles populations, et c'est beaucoup développé. Alors après, ce marketing territorial, il prend différentes formes, et je sais que, moi je suis plus spécialiste de la politique agricole, c'est vrai que le développement des marques, notamment de territoire, qui ont fleuri beaucoup dans les années 2000-2010, font partie en effet d'une stratégie alors là, c'est pas pour attirer directement de nouvelles populations, mais pour valoriser des produits locaux et donc valoriser l'économie du territoire. Sur le territoire breton, je sais que, historiquement, il y a quand même le Célib qui a joué un rôle dans la valorisation des produits bretons, mais je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne me permettrai pas trop d'aller plus loin sur ce sujet. Alors, je vois que quelqu'un a une main levée, il s'appelle Samsou Messen. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est quelqu'un qui veut intervenir. Ouais, peut-être c'est une erreur. Alors, je ne sais pas, parce que je vois que le temps passe. Et moi, j'avais une question finalement. Est-ce que finalement, les politiques rurales ont finalement toujours une pertinence? À plusieurs occasions, tu montres bien que le marketing territorial, ce n'est pas spécifique au rural. La redistribution, c'est un petit peu pareil, hein, quelle que soit finalement la façon dont on appréhende l'intervention publique. Est-ce que finalement, ça a du sens encore aujourd'hui d'avoir des politiques rurales? Mais j'ai répondu partiellement dans mon intervention, mais la question la question du rôle des élus ruraux, c'est aussi que la ruralité, il y a une forme performative, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les acteurs qui s'en saisissent, et de fait, il y a du sens politique à y intervenir parce qu'il y a des acteurs qui s'en saisissent et qui l'incarnent. Après, de manière très, on va dire, désincarné, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce qu'en réalité, c'est seulement parce qu'il y a les acteurs qui demandent et donc qu'il y a des réponses en fait politiques qui justifient en fait cette intervention. Mais en effet, il y a beaucoup d'évolutions que je vous ai décrites
qui ne sont pas spécifiques, en tout cas au milieu rural, mais qui les touchent. Et peut-être juste pour rajouter juste quand même la question de la densité qui apporte des handicaps, on va dire, physiques ou géographiques, et les zones blanches en témoignent, sont peut-être la seule justification un peu plus tangible, on va dire fonctionnelle, voilà, c'est le terme, à continuer à avoir des politiques en direction des territoires ruraux. Merci beaucoup. Je crois que je vois Marianne vient de remettre sa caméra. Je pense qu'on va devoir te remercier de ton intervention et passer la parole pour l'intervenant suivant. Merci. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai envie de rebondir sur alors, un terme très universitaire, puisque c'était la ruralité performative. Donc, à se dire, est-ce que le fait de se dire rural fait la ruralité? Et ça me plaît assez comme approche. Je me dis, et comme il y a différentes échelles, différents angles, qui se dit rural est probablement rural. Et pour discuter de se dire rural, ne pas se dire rural et qu'est-ce que c'est être rural, je vais proposer à Isabelle Joucan, donc, qui est coprésidente de l'association Bruded, Bretagne rurale et urbaine pour un développement durable, pardon. À force de dire rural, je m'embrouille. Encore une fois, merci de vous être rendu disponible dans des délais indécents pour participer à cette discussion. Eh bien, pour commencer, pour vous, c'est quoi le rural? Alors déjà, bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Isabelle Joucan. Donc, je suis coprésidente chez Bruded et je suis aussi maire de mon village, 1800 habitants au nord de Rennes. En fait, pour vous situer un petit peu, Bruded, c'est une association, c'est un réseau d'élus, une association qui existe depuis 2005. Aujourd'hui, elle regroupe 250 collectivités, 6 intercos qui sont sur la région Bretagne, plus le 44. Donc, il y a un conseil d'administration qui pilote cette association et qui a aussi 10 salariés, 10 chargés de développement qui sont sur le territoire. Et donc, ces 25 administrateurs, ils sont ou maires ou adjoints dans des communes rurales qui vont en taille de 700 habitants à 5000 ou 6000 habitants, dans des structures, des collectivités un peu plus grandes. Donc, les objectifs de ce réseau d'élus, il y en a 3 prioritaires. En fait, c'est partager les expériences que les communes font les unes les autres. Donc, il y a des visites, des rencontres, des relations directes, des mises en relation directe d'élus entre eux, de la transmission de documents aussi, puisque dans nos petites collectivités, on a souvent un manque d'ingénierie. Donc, on pallie par une forme de débrouillardise, de troc de bons procédés. On capitalise aussi les démarches et les réalisations dans des docs de mutualisation et on accompagne les collectivités qui le demandent sur des expérimentations innovantes. Voilà un petit peu pour ce réseau Bruded qui donc est un réseau où vraiment c'est le faire, c'est l'élu parle à l'élu et donc avec cette notion de ruralité, de rurbaine, et puis de développement durable aussi, puisque c'est vraiment l'expérimentation, l'échange d'expériences de développement durable et solidaire. Donc, comme je l'ai dit, voilà, maire d'une commune de 1800 habitants au nord de Rennes. Donc, on est à 25 km, on est à 20 minutes par la route. On a une gare, un pôle intermodal à Montreuil-sur-Île qui est à 8 km, donc qui est très fréquenté. Et c'est quoi la ruralité? Alors, vos échanges sont très intéressants. C'est des questions qu'on se pose aussi, nous, avec les programmes Petites Villes de demain, ce genre de choses. Nous, à Guipel, j'ai bien noté que c'était une commune rurale périurbaine, d'après la définition du premier intervenant. Et donc, aujourd'hui, Guipel, c'est 1800 habitants, comme je le disais, c'est encore 30 exploitations agricoles, donc ça reste vraiment du rural, malgré la proximité d'une très grande ville, et comme on peut le voir assez souvent en Bretagne, en fait.
Donc, la ruralité, c'est quoi? Je ne sais pas s'il y a une définition précise. Non, je n'ai pas de définition précise. Alors, c'est bien parce qu'il n'y a pas de définition précise que je m'intéresse aussi au ressenti. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit rural ou qu'on se dit… est-ce qu'il y a quelque chose qui caractérise les ruraux? Je continue sur des questions très générales. Ce qu'on retrouve, que ce soit les ruraux ou les néo-ruraux qui arrivent dans nos territoires, je pense que c'est… moi, ce que j'y vois, après, on peut me dire aussi que par opposition, ça existe dans certains quartiers de ville. J'ai l'impression que chez les ruraux, il y a une forme d'interconnaissance. On est souvent des petits villages où on se connaît. Il y a des habitants historiques, on va dire, des grandes familles qui sont implantées là, il y a un réseau. Comme vous le disiez, le capital d'autochtonie, un petit peu, c'est un peu ça pour moi qui caractérise la ruralité. Et puis le fait de pouvoir quand même profiter d'une vie très proche de la nature, puisque on sort de nos villages à pied en 5 minutes et on se retrouve dans des sites naturels un peu exceptionnels quand même. Donc voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'entre vos anciens habitants et vos nouveaux habitants, il y a une différente approche de ce que c'est le territoire, de ce qu'on y attend? Forcément, oui. Je vous dis, nous, en Pays Gallo, on appelle les gens qui habitent, les habitants historiques, comme je disais, les vieilles familles, on appelle les nés natifs. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, dont on a beaucoup discuté au sein du conseil d'administration de Brudet, parce que on le retrouve, que ce soit avec l'adjoint de Crac dans le Morbihan, ou que ce soit avec le maire de Saint-Brieuc-de-Moron dans le 22. C'est des discussions qu'on a très souvent quand on est maire de villages assez ruraux comme ça. On a une difficulté sur l'accueil des nouvelles populations, parce qu'effectivement, les gens qui habitent là depuis très longtemps, alors très longtemps, c'est même pas le bon terme. Il y a les gens qui s'estiment être les natifs de la commune, et puis les autres qui sont arrivés après. Et on voit encore des discussions où des gens qui sont sur la commune depuis 30 ou 35 ans, ils ne sont toujours pas de la commune pour une certaine part de la population. Donc, vous dire que les derniers arrivants qui là sont des vagues beaucoup plus jeunes, de 4 ou 5 ans, post-Covid, forcément, il n'y a pas les mêmes attentes, il n'y a pas le même regard. Il y a aussi tout un côté fantasmé de cette vie à la campagne quand on accueille des habitants qui arrivent de grandes métropoles. Moi, j'ai le souvenir, il y a 2-3 ans, de l'accueil d'une famille qui arrivait de Paris-Centre, Paris intramuros, et qui est venue toquer à la porte de la mairie en me demandant comment faire pour réussir son assimilation. Je lui ai dit, il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'il faut commencer par aller vous présenter à vos voisins les plus proches, vous faire connaître, et puis prendre part à la vie de la collectivité, de vous intégrer en participant dans des associations qui vous intéressent. Les choses, le tissu social se tisse petit à petit, en fin de compte. Est-ce que est-ce que les néo-ruraux sont différents au fil du temps, y compris pas est-ce que vous avez différents profils de néo-ruraux? Ouais, on voit effectivement des nouvelles populations qui arrivent. Bon, alors c'est toujours des jeunes couples qui quittent les collectivités plus importantes. Enfin, nous, on a l'exemple de Rennes. Quand les gens quittent la région rennaise pour arriver presque en 3e couronne chez nous, c'est d'abord pour des questions de foncier, de possibilités financières au niveau de l'acquisition d'immobilier. Après, les attentes sont effectivement souvent ciblées sur des besoins pour la petite enfance, les modes de garde, les activités pour les plus jeunes, voilà. Et puis aussi, des fois, les incompréhensions de manque d'infrastructures
Il n'y a pas très très longtemps, j'ai reçu un mail d'une toute jeune administrée qui arrivait du centre de Rennes et qui s'étonnait qu'il n'y avait pas plus de pistes cyclables le long des routes départementales. Donc, il a fallu qu'on lui explique parce que le millefeuille administratif fait que ce n'est pas forcément la maire de Guipel qui décide où on peut implanter une piste cyclable sur son territoire. Mais du coup, oui, les attentes peuvent être différentes. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question. Oui, mais mes questions sont assez ouvertes. Ça m'appelle une autre question, puisque on qualifie souvent les jeunes couples qui arrivent en milieu rural pour acheter une maison et avoir un petit bout de jardin pour leur famille comme des nouveaux ruraux. Et j'avais en tête que si on regardait précisément leur trajectoire résidentielle et leur trajectoire de vie, c'était aussi pour un grand nombre des anciens ruraux, pas forcément du territoire dans lequel ils arrivent, mais que c'était pour un certain nombre des gens qui avaient grandi et vécu en milieu rural et qui souhaitaient retrouver une vie rurale là où ils se trouvaient. Alors, Catherine Lédin, si tu as des références sur ce que je suis en train de dire, je suis preneuse. Mais alors, est-ce que vous, Isabelle Joucan, vous le constatez là où vous êtes élue? Oui, pour certains, effectivement, il y a des gens qui arrivent de communes limitrophes, qui ont effectivement grandi dans des petites communes. Mais on a aussi et là, vraiment, depuis post-Covid, on a vraiment des gens qui sont des urbains, nés dans des grandes villes et qui souhaitent vraiment quitter et qui arrivent dans nos petites communes avec souvent des projets aussi, des projets de vie. Ce n'est pas seulement venir y habiter, c'est venir aussi s'y implanter en apportant quelque chose au territoire avec l'envie de faire vivre le territoire. Nous, au niveau de la commune, on a accueilli il y a 4 ans des porteurs de projets qui arrivaient de la région de Tours et qui étaient des Villotins et qui ont fait le souhait de venir s'implanter dans une commune périurbaine pour y implanter un tiers-lieu, en fait, donc qui fait aujourd'hui café, restaurant et bar, avec la création de 3 emplois et l'envie de dynamiser des vies de petits villages. Donc, c'était vraiment un pari et on en a, sur ma commune et même dans les communes autour, on observe ce genre de choses. On observe aussi des gens qui veulent vivre différemment, qui veulent tester d'autres formes d'habitat. On a beaucoup en ce moment de questionnements autour de l'habitat léger. Donc, au sein du réseau Bruded, on est au moins 3 ou 4 communes à avoir lancé ces projets-là. Donc, à Guipel, on est parti sur l'idée d'accueillir un collectif de 8 à 10 foyers qui s'implanteront dans une zone urbaine de la commune, mais pour habiter dans de l'habitat léger, type yourte, type tiny house, ce genre de choses. Donc, les profils peuvent être très différents, en fait, quoi. Et alors, au sein de votre commune ou d'autres communes membres du réseau rural, du réseau Bruded, est-ce que vous avez mis en place des actions pour faciliter le lien entre donc les nés natifs, j'aime bien cette expression, les gens installés et ancrés dans le coin, mais pas encore enracinés, visiblement. Ça prend quelques générations entre une ancre et une racine. Et puis les gens qui arrivent. C'est ça. C'est très cette notion d'habitant d'une commune. Moi, ce né natif, j'ai voulu le qualifier, trouver, parce que c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup, comme si les gens qui étaient là depuis de très nombreuses années, voire plusieurs générations, avaient plus de priorité à réfléchir le bien vivre ensemble dans sa commune, ce qui n'est pas le cas du tout. Et au sein du réseau, on a un certain nombre de collectivités qui ont pris des initiatives pour créer des choses. Et bien souvent, ce qu'on retrouve dans nos communes rurales, la difficulté, c'est le vivre ensemble entre des habitants qui travaillent dans le territoire, notamment les agriculteurs, qui ont des contraintes, qui ont des pratiques et qui se télescopent avec les arrivées de ces nouveaux habitants qui, eux, ont des idées sur la chose, des envies,
des convictions sur comment on travaille, comment on devrait faire, par exemple, et notamment tout le travail autour des pesticides. Voilà, ça c'est vraiment, on l'a vécu pas loin de chez nous, à Langouette. Donc, on a vu comment ce genre de discussion pouvait mettre le feu dans la campagne, comme on dit. Et du coup, ouais, il y a plusieurs communes, donc, dont Aidé-Bazouges, par exemple, qui est juste à côté de nous, qui a travaillé à une charte du bien vivre ensemble. Il y a Kerchrist aussi dans le 56 qui a produit une charte qui est disponible sur le site de Brudède, où là, c'est tout un travail qui a été fait en réunissant dans un groupe de travail des habitants, les élus et puis aussi des représentants des agriculteurs pour voilà, formaliser un certain nombre de choses, expliquer un certain nombre de choses. Il y a aussi des créations d'espaces de dialogue, comme Grand Champ a pu le faire dans le 56. Il y a beaucoup de communes qui font aussi appel à des groupes de travail participatifs, comme par exemple, on peut citer la ville de Plessé, dans le 44, qui est une ville de plus de 5000 habitants, mais aussi la commune de Lejuc, dans le Finistère, qui, elle, est une commune à 725 habitants, ou Lanvalet, auprès de Dinan aussi, qui voilà, ouvre des groupes de travail où les gens, n'importe quel citoyen peut intégrer le groupe de travail pour réfléchir à la vie de la commune. Et puis, tout un tas de démarches globales de soutien aux dynamiques culturelles et commerces, un peu dans toutes les communes aussi, dans du réseau. On a des exemples, et on a notamment, pour ceux qui veulent voir un peu plus loin, on a un document de mutualisation sur l'aide et le soutien au commerce dans les petites communes, où on voit tout ce que les élus ruraux peuvent apporter pour essayer de continuer à dynamiser, même si on se questionne sur la place des élus ruraux demain. Ça donne déjà un petit bout d'aperçu de ce que l'élu rural peut apporter. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'on a plein de questions de la part des participants, des questions et des remarques. Notamment quelqu'un qui est dans les Alpes qui nous a fait un partage d'expérience avec Point commun différence dans les Alpes de Haute-Provence. Si vous souhaitez prendre la parole pour l'exprimer à haute voix, n'hésitez pas. Alors, je vais vous laisser voir si vous arrivez à vous connecter. Sinon, il y a des questions pratico-pratiques par rapport à Brudède. Comment on adhère, voilà. Vous avez répondu, Marianne, il faut aller sur le site de Brudède qui est très bien fait. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir adhérer. Il n'y a pas de critères particuliers si ce n'est être une commune rurale. Donc, avec la définition qu'on veut bien mettre derrière, bien sûr. Par contre, est-ce que le fait d'adhérer à Brudède a rendu la commune plus attractive ou non? Je ne sais pas. Par contre, le fait d'être dans le réseau Brudède, on travaille sur le développement, comme je le disais, développement durable et solidaire. Donc, dans la tête des élus, on se questionne beaucoup entre nous, on avance beaucoup tous ensemble et du coup, on avance sur des thématiques qui nous sont chères et qui, des fois, voilà, mettent en lumière des actions, ce qui fait que la commune peut être repérée et on voit clairement, en tout cas, nous, à Guipel, moi, je suis élue depuis 2020 en tant que maire et j'ai été adjointe les 2 mandats précédents auprès d'un maire qui a beaucoup fait, qui était très enclin à faire du développement durable. Et on a vraiment, là, par rapport à la ruralité, le fait de modifier la façon de faire de la collectivité à attirer une nouvelle population, en fait. C'est-à-dire qu'on a, dès 2008, on a cassé une démarche de lotissement qui était en cours, puisque sur 13 hectares, on nous prévoyait du logement vraiment avec des grandes parcelles. Nous, on a repris, on a renvoyé 12 hectares à l'agricole, on a gardé qu'1 hectare qu'on a urbanisé en éco-hameau avec à peu près 22 lots. Donc, alors que sur cet hectare-là, on n'était prévu que 12 ou 13 au départ. Voilà, des démarches de ce genre-là. Tout le travail qui a été fait autour du développement des
la production d'énergie renouvelable, la volonté de passer en zéro phyto, tout un tas de choses comme ça ont fait qu'on a attiré une autre population et que ça renouvelle un peu la population et alors, je ne sais pas si c'est une gentrification, mais en tout cas, on voit qu'il y a un vrai effet sur le niveau de population. Merci. Catherine Lédin de l'Institut Agro, je t'ai interpellée tout à l'heure pour savoir si tu avais des compléments et puis en fait j'ai enchaîné. Donc si tu souhaites nous en apporter. Mais en fait, j'en ai pas, mais il y a des travaux, je pense, de l'INSEE, parce que presque je me suis dit que c'était peut-être un autre intervenant précédent. Alors je ne sais pas si lui, il a suivi ces travaux-là, parce que j'ai déjà lu des choses, mais je n'ai pas les auteurs en tête. Hein. Alors, je n'ai pas en tête l'ensemble des… Pardon, le micro était débranché. Je n'ai pas en tête l'ensemble des travaux, effectivement, qui ont pu être menés à l'INSEE sur cet ensemble de choses. Je vais regarder un peu ce que j'ai et ce que je peux trouver. Oui, bon, c'était une remarque pour compléter. On a donc… Vous voulez dire quelque chose, Léa? Oui, juste sur la question des néo-ruraux, il y a Yannick Sansébé quand même qui en a parlé, et notamment sur les différentes catégories, parce que je lisais le commentaire dans Rhône-Alpes, où il disait que lui avait plus des populations assez pauvres qui venaient dans la ruralité pour des raisons de logement, mais du coup, c'était peut-être pas les mêmes types en fait de néo-ruraux que vous avez dans la périphérie de Rennes. Enfin, concrètement, effectivement, ça, on l'a connu peut-être dans les années 70-80 où effectivement, on a eu une flambée tout autour de Rennes de ces communes dortoirs où les gens venaient vraiment acheter pour y vivre, pouvoir acheter un foncier et puis aller travailler vers la grande ville. Mais aujourd'hui, c'est toujours le cas. On a une majorité d'actifs qui vont vers Rennes et quand je lis dans le chat, effectivement, le besoin d'une ville proche ou d'une gare, c'est effectivement tout à fait ça. Et du coup, aujourd'hui, on sent quand même une différence de gens qui viennent aussi pour habiter la commune, pour habiter la campagne, pour pouvoir profiter d'un cadre de vie différent, voilà, apporter avec soi des envies de projets différents, de vouloir participer à la revitalisation des petits bourgs, ce genre de choses. Les deux sont encore présents, mais il y a eu un véritable combat aussi de la part des élus locaux à travailler, à casser ces images de villages dortoirs où les gens se croisent sur la route et ne se connaissent pas. Voilà, il y a vraiment des vies de village à réinventer. Et ça, c'est un travail de fond, en fait. On avait une question, enfin en tout cas, Jacques du Codev Erdre levait la main. Oui, Erdre et Gèvres, dans le 44. Donc, un terco qui est bien connu à Brudède. Oui, pas très loin de Plessé. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que pour adhérer à Brudède, il faut être élu dans une commune, voire adjoint ou maire. Par contre, pour bénéficier de la lettre de Brudède, on n'a pas besoin d'être adhérent à Brudède. Je suis abonné à la lettre et pour moi, en tant que conseil de développement, ça me permet d'être là avec vous aujourd'hui parce que les informations, les accès à vos travaux, ils sont ouverts au grand public. Et je dis, inscrivez-vous à la lettre de Brudède, vous y trouverez des pépites dans tous les coins. Merci beaucoup. Je relayerai aux agents. Alors, publicité non payée et non attendue, mais absolument pas surprenante vu la qualité des travaux de Brudède et de son équipe d'élus et de salariés à toute épreuve. Il y avait une remarque dans le chat de monsieur et madame Barbeau. Alors, qui était un petit peu décalé par rapport au sujet du jour, puisque c'était sur les conseils de développement des pays qui risquent de disparaître avec les changements de financement. Décalé, oui et non, parce que pour être dans une interco où on a un codev, et moi je pense que ça rejoint un peu la fin du propos de Léa Sénégas tout à l'heure sur c'est quoi la place des élus ruraux demain. On voit quand même que
la politique. Les gens se désintéressent de la politique. On voit bien dans les scores qui peuvent être faits au niveau des différentes élections, excepté l'échelon local. Et en fait, pourquoi l'échelon local? Parce que la politique locale, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et par les CODEV notamment, hein, c'est les conseils de développement citoyen, ça permet de rester, ça permet d'avoir encore un ancrage chez les citoyens pour interpeller les élus locaux, de ne pas perdre de vue tout ce qui est important au niveau le plus local. Donc je pense que vraiment, je milite pour que, en tout cas moi dans ma commune en tant que maire, on a mis en place avec l'équipe un groupe de travail initiative citoyenne avec une envie d'interpeller le citoyen pour qu'il reprenne la place et qui reprennent le goût à la politique, puisque la politique, à la base, c'est bien quand même la vie de la cité. Et voilà, il y a ce côté, la politique aux plus hauts échelons de la nation qui dégoûte un peu les gens de par les façons dont ça se passe. Et je trouve que voilà, remettre le citoyen, c'est l'habitant du territoire, donc c'est bien lui qui doit reprendre complètement la main sur ce qu'il décide au plus près de sa vie à lui. Alors, on avait une question de Maxime Paillet qui disait est-ce que le fait d'être un adhérent Bruded, en quelque sorte, labellise et garantit que ce soit un territoire de vie pour porter de nouveaux projets? En tout cas, Bruded, ce n'est pas un label, c'est un réseau volontariste avec des adhérents. Voilà, ce n'est pas un label. Après, c'est un accompagnement. Donc, c'est vrai que Bruded est aussi partenaire d'un certain nombre d'institutions au niveau, que ce soit la région, que ce soit les préfectures. Donc, on est toujours en discussion perpétuelle. On est en discussion avec les départements aussi. On apporte quelque chose de différent. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de label Bruded. Il y a une connaissance, il y a quelque part le fait d'avoir un accompagnement Bruded, c'est bien que le projet qui est défendu quelque part rejoint bien un développement durable, un développement solidaire, une réflexion autour de ces thématiques-là, en tout cas. Merci. Avant de conclure, je proposerais bien à Yvon Le Carreau de faire sa remarque à haute voix plutôt que par écrit, parce qu'il nous parle d'un sociologue britannique qui propose une catégorisation des habitants ruraux, néo-ruraux et néo-ruraux de plusieurs sortes. Et comme ce webinaire est enregistré et que le chat ne sera pas visible, je pense que ça vaut le coup que ce soit fait à haute voix. Ok, donc juste pour signaler, par rapport en écho aux propos de Madame la maire de Guipel, quelqu'un qui a essayé de caractériser cette discussion avec la personne de Rhône-Alpes aussi sur la différence entre les gens qui viennent au village parce que le foncier est moins cher, donc soit dans le cadre de la périurbanité, comme c'est le cas à Guipel, soit même dans le cas de migration de personnes au RSA, par exemple, qui recherchent des espaces où le coût de la vie est moins cher et où finalement le pouvoir d'achat de l'euro de fonds publics est meilleur. Donc ça, ils les appellent des locaux, c'est-à-dire des gens qui sont là, mais sous-entendu, ils pourraient être ailleurs. Donc le village est seulement un là parmi d'autres, un quelque part parmi d'autres. Et donc, ces gens-là s'investissent peu dans le village, sont plutôt dans une logique de demande et de comparaison et de vérifier que ce village leur apporte un maximum de services pour un minimum de coûts. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes, en particulier pour les élus locaux et aussi pour les associations. Par exemple, c'est des gens qui vont profiter des associations, mais pas forcément s'y investir. C'est caricatural et c'est une typologie sociale, bien sûr, chaque individu n'est jamais complètement dans ses registres. Et il a essayé de caractériser une autre catégorie. C'est ces gens qui viennent à la campagne pour construire un projet de vie dont vous avez un peu parlé les uns les autres, et donc qui viennent là, non pas pour fuir la ville vraiment, mais plutôt pour construire quelque chose de nouveau, et qui, eux, peuvent au contraire apporter beaucoup de sang neuf, on va dire, dans les villages, même si au départ, ça peut amener à des différences de positionnement idéologique, à des conflits, mais au moins, on va dire qu'ils sont vivants au village, quoi. Ils apportent quelque chose de constructif, et c'est par exemple tout ce qui est autour de l'habitat, yourte, etc., c'est beaucoup ça. Voilà, moi, je suis agriculteur, donc j'ai des bouffeurs qui viennent au village pour tester des pistes comme ça de réinvestissement
réinvestissement dans le rapport au territoire. Voilà, donc je mettais la référence. Bon, c'est en anglais parce que c'est un anglais. J'ai bien aimé sa méthode. Il s'est fait embaucher dans un pub, dans un village, et il a essayé de comprendre de quoi les gens discutaient, comment ils discutaient, qui venait pas et tout ça. Et donc, c'est une sociologie incompréhensible, intéressante, à croiser aussi avec les catégories spatiales de l'intervention autour de la typologie de l'INSEE, parce que c'est évidemment pas pareil dans une commune classée comme rurale, mais très proche de Rennes, par exemple, et puis une commune du centre-Bretagne. On va avoir des réinvestissements tout à fait différents. Voilà. En tout cas, merci. Je vais vous quitter là parce que mais c'était très intéressant. J'ai écouté très attentivement les 3 interventions, particulièrement. J'ai bien apprécié les 3. C'est très très bien. Et merci aux organisateurs. Hein. J'étais content de croiser Catherine là. On va suivre cette série. À bientôt. Catherine Lédin, je te laisse reprendre la main. Exactement. Alors, et voilà, pour annoncer la suite. voilà. Donc, vous voyez mon écran? Oui. Ok, super. Donc, c'est pour vous dire, en fait, hein, vous avez dû comprendre dans le propos que c'est un cycle qu'on démarre sur les nouvelles ruralités. Aujourd'hui, en fait, on se proposait donc de redéfinir le rural, dire le rural. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous avons 3 autres rendez-vous qui sont prévus. Hein. Je vous ai projeté les dates prochaines et les sujets. On voit qu'il y a certaines interrogations que nous avons eues aujourd'hui où on reviendra plus longuement dans les webinaires suivants. Le prochain qui aura lieu le 19 janvier, un jeudi de 14 à 16 heures, le sujet sera « Mais qui sont ces habitants de ces territoires ruraux? Quels sont celles et ceux qui restent, qui sont là? Et quels sont celles et ceux des territoires ruraux qui partent ?» Donc voilà, on aura une attention vraiment particulière sur ces habitants du milieu rural et qui sont-ils, quels sont ce qui les fait vivre, quoi, dans tout le sens des termes, et puis pourquoi certains et pour quelles raisons partent-ils. Le 3e rendez-vous, ce sera le 16 mars de 14 à 16 heures, aussi un jeudi. Et là, on s'interrogera sur celles et ceux qui arrivent. On a beaucoup entendu parler aujourd'hui de ces néo-ruraux. La presse fait souvent écho de migration importante des populations des territoires urbains qui viendraient s'installer dans les zones rurales. On essaiera de qualifier ce phénomène. Existe-t-il vraiment? S'il en est, de quoi parle-t-on et de qui parle-t-on? Quelles ressources valorise-t-il quand il s'installe en milieu rural et quelle finalement forme de ruralité investisse-t-il? Enfin, notre 4e rendez-vous, le 11 mai 2023, 14 à 16 heures, sur une thématique populisme et ruralité. En fait, on fera une attention, on portera notre attention sur le vote en milieu rural. Comprendre ces votes, comprendre la montée du populisme dans les zones rurales. Pendant longtemps, on a pensé que les zones rurales étaient un peu préservées des montées du populisme. Et puis, finalement, on voit que d'élection en élection, certains votes qui n'apparaissaient pas précédemment sont présents. On voit aussi des élus qui sont très interpellés, des élus ruraux qui sont interpellés par les écarts entre les scores des votes du FN au présidentiel et à des élections plus locales. Pourquoi ces écarts? Donc, on essaiera d'avoir une attention pour comprendre ces votes. Donc voilà, ces 4 rendez-vous, dont le premier s'achève aujourd'hui. On vous remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire. Et on vous attend pour les suivants. Merci encore. Merci beaucoup. Et peut-être pour compléter, tu as dit tout à l'heure, Marianne, que ce webinaire pourra être accessible sur la chaîne du réseau rural Bretagne. Oui. Et également sur, alors je ne sais pas si on parle de la chaîne aussi, mais de la chaire Territoire et mutation de l'action publique. Hein.
Voilà. Très bien. Comme je n'étais pas certaine, je me suis dit, au moins, il y a une source où ce sera disponible. Donc oui, ce sera probablement sur deux chaînes différentes. Très bien. Eh bien, merci à toutes et tous. Merci aux intervenants. Et puis, au plaisir de vous retrouver en janvier pour la suite du cycle.